Hey, salut les ombres. Ici, Mike Rétro, privé freelance et fouineur de pellicules. J'ai mis la main sur un petit morceau de celluloïd sorti des bas-fonds de 1939. Convicts Code. Ça sent la poudre, la sueur et le verdict mal ficelé. Si vous avez du temps à tuer ou à ressusciter, collez votre oreille contre ce haut-parleur. Je décortique l'affaire, j'interroge les suspects, je vous file les clés du casse, le tout avec mon humour plus sec qu'un whisky sans glaçon. Alors, rangez votre conscience dans la boîte à gants, fermez la porte du bureau et laissez-vous conduire dans les ruelles de la Poverty Row. Le micro est chaud, la vérité refroidie. Dépêchez-vous avant qu'elle ne clams. Repérage, le topo préliminaire. 18 janvier 1939, 10 heures du matin au Strand de Los Angeles, Convicts Code débarque à l'affiche. 62 minutes tout compris, pas une de plus, les maisons fauchées de la Poverty Row ne s'encombrent pas d'entracte. À la barre, Lambert Hillier, vieux briscard passé du western au policier, secondé par le scénariste John W. Kraft. Devant la caméra, un trio au cuir solide. Robert Kent, Dave Tyler, footballeur déchu, Anne Nagel, Julie Warren, loyale jusqu'au bout des ongles, et Sidney Blackmer, Gregory Warren élégant comme un serpent à cravate. Ajoutez Victor Kilian dans le rôle de Bennett, l'ami précieux, loin, très loin de l'agent de probation qu'on lui a parfois collé par erreur. Produit à la va-vite par Crescent Pictures, distribué par Monogram Pictures, le film boit dans la même gourde que la concurrence à gros budget. Each Dawn I Die sort la même année, mais avec l'économie d'un pickpocket. Convicts Code s'inscrit pile au moment où le mot « film noir » n'existe pas encore. On parle de mélodrame criminel, de thriller social, bref, on tourne autour du pot. Pourtant, la patte est là. Fatalisme, ruelle luisante, héros lesté d'un casier plus lourd que ses épaules. Filature, les mobiles du crime, thèmes et narration. Le scénario tient dans une boîte d'allumettes. Sportif prometteur, Dave Tyler est piégé, expédié 3 ans derrière les barreaux, puis relâché sous parole. Épée de Damoclès en lettres capitales. Sa marge de manœuvre, 0. La moindre incartade le renvoie illico à la case cellule. Dès la sortie, il recroise le clan Warren, ceux-là même qu'il soupçonne d'avoir monté la combine. Le spectateur, lui, avance avec un héros qui doit prouver son innocence sans retomber dans le gouffre. Synopsis officiel et minimaliste. Estampillé, Mubi. Un homme innocent entend laver son nom en débusquant les vrais coupables. Ce canevas fait écho aux angoisses d'une Amérique fin trentaine, où la presse gonfle les rubriques corruption sportive, tandis que les tribunaux avalent des aveux rédigés à l'encre de la matraque. L'intrigue flirte avec 3 obsessions. 1. L'erreur judiciaire, la prison comme incubateur d'injustice. 2. La réinsertion impossible, chaque poignée de main peut devenir indice à charge. 3. Le code d'honneur personnel, ce fameux code qui s'oppose à celui des lois, thème que Hillier martèle sans prêchi-prêcha. Dave avance sur une ligne blanche que personne d'autre ne voit. Pour un film réputé mineur, la mécanique dramatique tourne rond. Révélations retardées, faux espoirs, ralentisseurs moraux. Le montage de Russell F. Schungart, artisanal mais nerveux, alterne chant contre chant sec comme des gifles. Pas de recul, pas de flamboyance, juste l'urgence. Filature 2, signatures visuelles et acoustiques, cadrage et lumière. Au pupitre image, Arthur Martinelli, vétéran rescapé du muet, compose avec 3 projecteurs, quelques gobos et beaucoup d'huile de coude. Les recherches de fiches techniques, IMDb, section full crédit, confirment son nom au générique. L'éclairage est dur, presque documentaire. Visage scindé par des barres d'ombre qui figurent les barreaux intérieurs du héros. Pas de voie de secours. Le cadre standard laisse peu d'oxygène, accentuant la sensation d'étouffement. Je parle standard, car rien n'atteste noir sur blanc le ratio. Mais pour 1939, gageons que Hillier n'avait pas les moyens d'expérimenter en grand angle. Décor et terrain de foot, version officieuse. Une rumeur de plateau, jamais confirmée dans les dossiers de presse,
veut qu'un vieux trompe-l'œil peint sur toile ait remplacé le terrain de football lors du flashback. La source ? Aucune certitude. On la trouve dans des fanzines spécialisées des années 1970, pas dans les archives officielles. Je la signale comme légende de couloir, rien de plus. Son et musique. Habemeyer supervise un patchwork de thèmes préexistants piochés dans la bibliothèque Monogramme. Procédure courante pour amortir les coups. Quelques hustings de cuivre, un vibraphone bref mais bien placé. La bande-son fait le job sans chercher la gloire. Scène emblématique. Vers le dernier tiers du film, Dave s'avance dans un couloir de bureau plongé dans la pénombre. Seule la porte vitrée du truand Warren crache une lueur aveuglante. Quand Dave l'ouvre, le couloir bascule dans l'ombre complète. Le pouvoir change de camp mais la lumière a un prix. 30 secondes, 0 dialogue, la quintessence du bricolage signifiant. Interrogatoire. Qui ment? Qui dit vrai? Jeu d'acteur. Robert Kent campe un Dave Tyler à la colère rentrée. Front haut, mâchoire serrée, il marche comme s'il portait encore des chaînes fantômes. Ni cabotinage ni abattage, Kent joue la carte du stoïcisme, quitte à sembler rigide. C'est précisément cette rigidité qui sert le propos. L'homme reste droit parce que tout autour se cabre. Son parcours dans les céréales de la République lui avait appris l'efficacité. Il l'utilise ici sans ornement. Anne Nagel dégaine un registre plus ample qu'à l'ordinaire. Regard inquiet, posture résolue. Julie Warren n'est ni vamp ni ingénue. C'est une femme prise entre fidélité familiale et justice. Nagel, rompu au screamer fantastique, Black Friday, The Mad Monster, trouve ici une sobriété bienvenue qui humanise le récit. Sidney Blackmer, champion toute catégorie des notables toxiques, glisse sur ses répliques comme un nageur en scaphandre nickelé. La menace se lit moins dans ce qu'il dit que dans la manière métropolie dont il le dit. Sa partition de gentleman véreux magnétise chaque scène partagée avec Kent. Deux styles opposés, même densité dramatique. Victor Killian, Bennett, apporte la chaleur et l'humour pince sans rire, un vieil allié bienveillant plutôt qu'un fonctionnaire tatillon. La confusion courante, on le prend souvent pour l'agent de probation, tient à une note de presse erronée rediffusée dans quelques encyclopédies vidéo. IMDb, lui, se contente d'indiquer Bennett, sans grade ni uniforme. En second rideau, Pat Flaherty, Sniffy et Maud Hepburn, Mrs. Magruder, injectent des touches d'excentricité, rappelant que le crime n'écrase pas toutes les couleurs de l'existence. Reconstitution, les pièces du dossier, production et contexte, chronologie, tournage express à la fin de l'été 1938 dans les studios General Service à Hollywood. Montage sous la houlette de Schoengart en novembre, sortie nationale en janvier 39. 4 mois de délai, une prouesse même pour l'époque. Le Motion Picture Herald classe le film parmi les programmes pictures du mois. Place à 15 cents, séance en double feature, popcorn autorisé. Poverty Row, état des lieux, Monogramme et ses consoeurs, PRC, Grand National, Allied Artists, forment un archipel d'ateliers capables de tourner un long métrage en 5 à 10 jours. Budget, entre 25 000 et 90 000 $, soit 100 fois moins qu'un Gone with the Wind. Les producteurs recyclent décors, costumes, partitions musicales. Résultat, un style sec, quasi-documentaire qui inspirera le film noir post-1941 lorsque les majors chercheront du grit à moindre coût. Convict's Code illustre parfaitement cette grammaire de l'urgence. Peu de lieux, prison, salon bourgeois, couloir, beaucoup d'angles courts, lumière issue d'une seule source latérale. Contexte sociopolitique. En 1939, l'Amérique digère encore la Grande Dépression. Roosevelt signe une loi de révision des peines pour désengorger les prisons fédérales. Les journaux brûlent d'histoires de sportifs impliqués dans des paris illégaux. Le football universitaire, théâtre de l'affaire fictive de Dave Tyler, en sortira durablement secoué. Le film, sans prêcher, reflète ce climat de suspicion. La gloire sportive ne protège pas du couperet judiciaire. Réception critique.
La presse spécialisée salue la tension ramassée, mais regrette une mise en scène purement fonctionnelle. Dixit Hollywood Reporter, 25 janvier 1939. Citation indirecte car l'article complet n'est pas libre de droit. Les plumes modernes, notamment quelques blogs noirs US, réhabilitent le film pour sa sobriété et son rôle de chaînon manquant entre mélodrame carcéral pré-guerre et film noir classique. Héritage et comparaison. Comparé à Each Dawn I Die, Walsh 1939, ou à Brute Force, Dassin 1947, Convict Code paraît modeste, pourtant il pose la bombe à retardement de la liberté conditionnelle comme arme dramatique. Dans les années 1940-50, on retrouvera ce dispositif dans The Setup ou Odds Against Tomorrow. L'idée qu'un héros marche libre mais enchaîné à une clause contractuelle deviendra un ressort noir récurrent. Bouclage, verdict du privé. 3 semaines que je retourne la pellicule comme un mégot refroidi. Mon constat, Convict Code ne révolutionne rien mais condense, en 62 minutes chrono, tout ce qui fera la moelle du film noir. Un innocent marqué au fer, une morale grise, des décors claustro et une lumière coupante. La réalisation d'Hillier, aussi sèche qu'un dossier d'instruction, évite la frime et mise sur la sensation de manque. Manque d'argent, manque d'alibi, manque de couleur au-delà du gris. Ce n'est ni un diamant ni un déchet, c'est un galet poli par l'économie de moyens qui roule encore dans le courant de la cinéphilie noire. S'il vous fallait un témoignage de la Poverty Row avant la codification canonique du noir, Huston, Wilder, Lang et compagnie, alors oui, glissez-le dans votre besace. Et vous l'avez visionné? Balancez vos impressions dans le box commentaire, histoire de voir si, cette fois, c'est la vérité qui prend perpète ou juste nos nerfs en liberté conditionnelle. C'était Mike Retro, privé aux semelles de Gomlac, ou ce qu'il en reste après 62 minutes de bitume et de coups de sifflet,